Avant de commencer sur la réponse qu'il va faire à ma question, je tiens tout d'abord à préciser que je ne critique pas l'exposé de monsieur Raoul-Marc Génard. Son exposé sur le grand marché transatlantique est un excellent exposé. Je l'ai regardé du début à la fin, c'est un exposé très bien fait, très sourcé, article par article, vidéo assistée, assez universitaire mais tout de même assez bien vulgarisé, que j'encourage tous les gens qui s'intéressent en tout cas au TAFTA, au GMT, s'il a plusieurs noms, à regarder, je crois, s'il est disponible sur son blog ou sur le net, via YouTube par exemple. La critique que je vais faire là est bel et bien la critique de la réponse à ma question uniquement. En aucun moment je remets en cause son exposé qui, je le répète, est très bon. Voilà. C'est sa réponse à ma question qui me pose un problème, car c'est le jour et la nuit. D'un côté, c'est net, conséquent, c'est appuyé par des démonstrations, c'est sourcé, aussi bien sur le plan historique que sur le plan économique, statistique. Mais sur ma réponse, il est d'un seul coup, il ne fait plus preuve de cette même rigueur dans l'analyse, ni de cohérence sur la longueur. Il y a même des fois, il n'y a même pas du tout de démonstration. Donc je tenais à faire cette précision avant de commencer. Voilà. Cette critique que je fais met aussi en évidence une chose qui est systématique de nos jours de la part des conférenciers, c'est de faire un exposé brillantissime, un constat béton, et dès qu'on passe à l'étape solution, il n'y a plus rien. Tout de suite, ça devient brouillon, ambigu, illégal. Ou bien on nous propose des solutions qui ont déjà été testées et qui n'ont pas marché. Et je crois, comme l'a fait remarquer aussi M. Asselineau d'ailleurs, que toute l'astuce de la fausse démocratie dans laquelle on vit est là. Consiste à vous dire, voyez comme on ne vous cache rien, il y a même des gens pour vous faire des exposés très précis. Ah ouais, et c'est vrai que c'est très bien fait, mais au final, on nous condamne, on nous emmène, on nous canalise vers des voies qui ne sont pas dangereuses pour ce système qui est dénoncé. Voilà, c'est le paradoxe entre l'exposé et les solutions proposées. Un grand classique que vous entendrez dans la bouche aussi bien d'économistes, de politiques, de journalistes, d'éditorialistes, voilà, c'est tout le temps pareil. Très bon exposé, mais pas de solution derrière. Donc il faut savoir ce qu'on va faire l'an prochain, c'est très important. D'abord, il faudra absolument qu'on en parle pendant la campagne électorale, et puis choisir pour qui voter. Oui. Bonjour. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous féliciter parce qu'il y avait vraiment pas mal votre conférence. Je suis assez. Le constat est assez édifiant, on va dire, terrible. Alors, je suis le délégué UPR Meurthe-et-Moselle. Vous connaissez peut-être UPR? Oui, je vois. Donc voilà, vous attendez peut-être à la question. Vous voyez ma question arriver. Alors en fait, j'ai un peu entouré grossièrement tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Il y a environ, je ne peux même pas les compter tellement il y en a, le nombre de fois où vous vous rappelez que la Commission européenne est complice on va l'appeler le GMT, est complice du GMT, et qu'elle a déjà commencé à faire ce travail-là depuis longtemps. Alors pourquoi? Parce que nous sommes un petit peu comme vous, nous critiquons les gens qui ne respectent pas l'intelligence des gens. Donc ce que vous avez fait ce soir, c'est très bien, vous ne nous avez pas pris pour des cons. Là bravo. Je veux dire. Et nous voulons aussi dire ces choses-là. Il y a des choses qu'il faut dire aussi au niveau de l'Union européenne. Ce soir, c'était avant que ce n'était pas le sujet. Mais je m'aperçois que comme ça revient à chaque fois dans toutes les feuilles, que ce soit les petits cadeaux faits à Monsanto, des tas de points communs, comme par exemple Jacques Berthelet qui nous dit que ça va être la cata en agriculture. Mais c'est déjà le cas. Et les accords machin qui disent voilà une institution constitutionnelle dont on ne saura rien, vous avez précisé. Ouais, c'est très intéressant de voir parce qu'on s'aperçoit que les gens ne savent rien de la commission. Très peu de gens sont capables de nommer ne serait-ce qu'un autre commissaire que Barroso déjà. C'est pas évident. On connaît le français, des fois Barnier, il y en a qui le sortent. Mais
Alors donc, dans cette... rapidement, je vais essayer de ne pas prendre trop le temps. Sur la... vous avez donc... alors c'est eux qui sont censés nous représenter en plus pour défendre le GMT, on n'est pas dans le caca. Moi, je veux dire, là, c'est... Que proposez-vous? Nous, clairement, à l'Union populaire républicaine, nous proposons la sortie de l'Union européenne directe. Quand on voit la bande de bras cassés qui s'occupent de nous, parce qu'ils s'occupent de nous et des autres. Hein. Nous proposons ça parce que... Je sais bien, mais c'est important de proposer une chose, parce que là, les gens ont envie de se prendre au réverbère. C'est vrai que ça fout les boules, votre truc. Et le pire, c'est qu'ils vont peut-être vraiment le faire, parce qu'ils en font déjà la moitié dans l'UE. Alors, il faut proposer un truc. Nous, on propose. C'est un peu dur, peut-être. On ampute le bras mort, on va dire. Et encore, on pourra peut-être bien s'en passer. Et... ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen pour défendre les intérêts nationaux puis la souveraineté nationale. Vous avez parlé de souveraineté, donc cette fois-ci, c'est pas moi. Voilà, parfaitement. Donc je suis content, c'est bien, c'est rare. Donc la souveraineté nationale ne peut être défendue que par nous-mêmes, parce que la Commission ne le fera pas, et les GMT encore moins. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Cet exemple pose la question du fonctionnement et des finalités de l'Union européenne. C'est un autre débat, mais je n'ai pas de manière d'esquiver la réponse. Je vais répondre. Est-ce de trop? Mais je tiens d'abord à dire que nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est que la France fasse maintenant ce qu'elle a fait en 1998 avec l'AMI, qu'elle sortir de la négociation. Ça, c'est une demande immédiate, directe, c'est imbuvable, inacceptable, intolérable. À l'autre question. Permettez-moi de développer un petit peu. Moi, je suis profondément attaché à une idée qui s'appelle l'Union des peuples d'Europe, parce qu'elle nous garantit, vous allez peut-être sourire, la paix, même si je sais très bien que l'Europe projette la guerre ailleurs, mais je ne suis pas de ceux qui croient que, 65 ans, 70 ans de paix au regard de 15 siècles de guerre civile entre Européens, ce soit la garantie pour toujours. Moi, j'ai été très surpris quand la Yougoslavie a explosé de voir tout de suite des vieux atavismes d'avant 14. La préférence française pour les Serbes, la préférence allemande pour les Croates, ressurgir, comme s'il n'y avait pas eu 2 guerres mondiales. François Mitterrand, qui n'est pas mon idole, dans son dernier discours public comme président de la République, a dit « le nationalisme, c'est la guerre ». J'intègre ça. Première partie, donc tout de suite pour l'Union européenne, vous voyez que le premier argument que Raoul Marc me sort, et me dit que je vais peut-être sourire d'ailleurs, c'est que l'Europe nous garantit la paix. Alors donc, sur cet argument de la paix, je rajoute que quand il sous-entend que vous allez peut-être sourire, il faut voir de sa part un aveu. Il est conscient que son argument est totalement frelaté, mais il me le sert quand même. Il se contredit juste après en disant qu'elle projette la guerre ailleurs. Donc la paix, non. La guerre quand même, d'accord. C'est quand même intéressant parce qu'il sous-entend quand même que si on n'est pas dans l'Union européenne, c'est la guerre. La Suisse et la Norvège sont en guerre tout le temps. À l'entendre, c'est quasiment ça qu'il faut comprendre. Hein. Il nous ressort l'exemple de la Yougoslavie, qui est très intéressant, parce qu'il montre bien que l'Europe, c'est encore une fois, ça n'a pas empêché la guerre en Yougoslavie. Il nous ressort les atavismes de la guerre de 14, avec des préférences, voilà, puis voilà, comme s'il n'y avait pas eu de guerre, madame. C'est vraiment le chantage, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans l'Union européenne, vous aurez une guerre. C'est quasiment lui qui va nous l'imposer. Il nous la propose. Hein. Monsieur Mitterrand, qui n'est pas mon idole, le président, le nationalisme, c'est la guerre. Bon, c'est intéressant. Alors là, pour le coup, c'est lui qui fait du hors-sujet, parce que moi, je n'ai pas parlé de nationalisme, alors que vous verrez, par rapport à après, pendant la réponse, ils diront que je fais du hors-sujet, parce que j'ai parlé de l'Union européenne. Or, c'est lui qui en a parlé plus de 15 fois, 16, 17, 18 fois, il a mentionné le nom de Barroso, Van Rompuy, BCE, Commission européenne, qui revient tout le temps pendant son exposé. Hein, donc moi je fais pas du hors-sujet, lui il fait du hors-sujet et il essaye quand même de doucement m'amener vers une posture d'extrémiste. Voilà. Deuxième raison
de vouloir une union des peuples d'Europe, nous sommes dans un monde aujourd'hui multipolaire. Et j'espère qu'on pourra faire une Europe européenne. Mais de toute façon, et je ne suis pas un décliniste, je plaide pour reconnaître que la France, c'est un grand pays, avec un potentiel énorme. C'est pas la Belgique, c'est pas le Luxembourg, c'est pas le Danemark, c'est pas l'Irlande. Mais il y a un effet de taille nécessaire si on veut encore protéger l'intérêt général des peuples d'Europe dans le monde multipolaire dans lequel on est. Deuxième raison. Pour sa deuxième raison, il y a énormément de critiques. Le texte est très court, mais il y a énormément de critiques. La première, c'est que il veut une union des peuples d'Europe. Or, il a été démontré qu'il n'y a pas de peuple européen. Première erreur. Nous sommes dans un monde multipolaire. On voit déjà pointer à l'horizon la séparation des continents et le choc des civilisations, la théorie du choc des civilisations. J'espère qu'on pourra faire une Europe européenne. Donc là, clairement, il y a une civilisation qui se démarque des autres. Il en rajoute une couche. Là, pour le coup, je trouve que l'identitaire, c'est plutôt lui. Hein. Il veut reconnaître que la France est un grand pays avec un potentiel énorme. Alors il dit, bon, c'est pas la Belgique, c'est pas l'Irlande, mais il y a un effet de taille nécessaire. Alors celle-là, si on nous l'a pas vendue à toutes les sauces, c'est l'union fait la force. Il faut faire contrepoids aux Américains. Eh ben, il est vachement bon le contrepoids, on est en train de s'écrouler. Alors c'est génial, parce que l'effet taille, les faits, montrent clairement que ça ne marche pas. Et tout cela pour protéger l'intérêt général des peuples d'Europe dans le monde multipolaire. À l'intérêt général, bon, d'accord, allez, on va admettre que c'est ça qu'on recherche, des peuples d'Europe. Il n'y a pas de peuple européen, et c'est justement parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts qu'il n'y a pas de peuple européen. Donc, c'est super, méga, mais c'est super faux ce qu'il dit. C'est totalement nul. Troisième raison, je n'exclus pas, moi, les souverainetés en cascade. Je me sens parfaitement de mon village, des Pyrénées-Orientales, du Languedoc-Roussillon, de France et d'Europe. Et pour moi, la souveraineté que j'exerce l'an prochain en mars dans mon village, à un autre moment pour des législatives ou d'autres scrutins, et puis pour les européennes, ce ne sont pas des souverainetés incompatibles. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si on le veut, et si on fait autre chose que ce qu'on fait maintenant, on peut aussi voir émerger une souveraineté européenne, parce qu'il y a un fonds commun européen, qui est né au XVIIIe siècle. On a eu, dans notre histoire, des moments européens. Le XVIIIe siècle en fut un. 1848 en fut un autre, dans beaucoup de pays d'Europe. Nier la réalité d'un sentiment de commune appartenance qui fait que nous sommes fondamentalement différents des Américains, des Africains, des Asiatiques, c'est une erreur majeure. Et c'est passer à côté de quelque chose qui est historique. Alors donc là, il nous explique la souveraineté en cascade qui n'est pas incompatible avec la souveraineté européenne, hein, donc département, région, nation, entité supranationale, on a compris. Si on le veut, on peut faire autre chose. Alors si on le veut, ça j'aime bien, c'est les yaka faucons, comme dirait Asselineau. On peut voir émerger. On peut aussi voir émerger. Donc peut-être, on verra. Mais on est dans l'à peu près, on est dans le possible, on est dans... Qu'est-ce qui se passera, on ne sait pas. Ça, il va y avoir une souveraineté qui va émerger. Parce qu'il y a un fonds commun européen, et là, nous vend le 1848, les révolutions qu'il y a eu, Tout ça était d'inspiration française. Hein. Mais l'Europe n'est plus d'inspiration française, déjà, pour commencer. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on a quelques points communs. Hein, il y a eu des moments, il dit, voilà, on a eu des moments. Bah, oui, d'accord, enfin bon, ça ne veut pas dire que c'est des pays qui ont vocation à faire tout pareil, à vivre de la même manière, à avoir les mêmes intérêts, les mêmes économies, les mêmes cultures, tout. Là. Non, il va un peu loin quand même.
Ça, on l'a souvent entendu, ce genre d'argument. Alors, la dernière partie, à partir de nier, alors ça, je vais le relire, donc nier la réalité d'un sentiment de commune appartenance qui fait que nous sommes fondamentalement différents des Américains, des Africains et des Asiatiques, c'est une erreur majeure. Et c'est passé à côté de quelque chose qui est historique. Alors là, on est dans le choc des civilisations, c'est-à-dire ça, c'est le 4e de couverture du bouquin d'Huntington. Ça, faut être clair. C'est hallucinant qu'un mec de gauche nous balance ça. C'est une pensée purement libérale et carrément américaine. Ce mec-là se rend même pas compte. Je sais pas s'il le sait, s'il a compris ce qu'il avait dit. Mais en plus de ça, c'est super racialiste. C'est hallucinant. Moi, si j'avais sorti le quart du demi du 8e, déjà que les mecs, je leur propose de sortir de l'Union Européenne, ils sont persuadés que je suis quelqu'un d'extrême droite, mais je sais pas ce qu'il faut penser de ce qu'il vient de répondre. Hein. Je sais pas s'il se rend compte. Là, c'est le point culminant de sa réponse. Hein. Pour toutes ces raisons, et parce que je condamne radicalement l'Europe telle qu'elle se fait. Alors comment? Eh bien, moi je vous donne ma réponse qui devrait vous plaire, parce qu'on a un exemple historique. 1966, la République française, en la personne de son président, un certain Charles de Gaulle, considère que les propositions de la Commission européenne nuisent gravement aux intérêts de la France. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle désobéit. Dans les manuels d'histoire, ça s'appelle la politique de la chaise vide. Alors vous me direz, oui, on n'était qu'à 6. Certes. Mais le général de Gaulle a rappelé les commissaires européens, les membres de la Cour de justice, l'ambassadeur, on a rappelé tous les décideurs français dans les institutions européennes. Ça a duré 9 mois, le temps d'une gestation, et on a eu ce qu'on appelle le compromis de Luxembourg. Qu'est-ce qui nous interdit aujourd'hui d'activer le compromis de Luxembourg? Le manque de volonté politique. Donc pour toutes ces raisons, et parce que je condamne radicalement l'Europe telle qu'elle se fait, une fois de plus, on a une personne qui condamne l'Europe, mais il n'est pas contre. Il ne remet jamais en cause le principe même de l'Europe. Il en veut une autre. Voilà, encore un mec qui cherche à bricoler, qui nous fait perdre du temps, comme tous les autres, depuis plus de 30 ans. Il me cite un exemple qui devrait me faire plaisir. Oui, ça va me faire plaisir. Parce que, pour me répondre à moi, le seul truc qu'il a trouvé à balancer, c'est de me citer Charles de Gaulle. C'est quand même hallucinant. Le mec, ça prouve bien qu'ils n'ont rien. Il m'a pas mis, par exemple, François Mitterrand. Non. Il m'a mis Charles de Gaulle. Il me ressort Charles de Gaulle à moi. Alors il dit, oui, mais on était 6. Oui, je ferais juste remarquer qu'aujourd'hui on est 28. C'est quand même plus la même paire de manches. Hein. Et à la fin il conclut, le manque de volonté politique. Ouais, c'est ça le problème. Bah oui. Alors pose-toi des questions un petit peu. Je comprends pas qu'il reste comme ça en se disant, ah bah depuis De Gaulle, voilà, De Gaulle l'a fait, mais depuis il n'y a plus personne qui l'a fait. Et le mec il est à attaque et front de gauche. Faut juste réfléchir à un moment donné. Je ne comprends pas. Comment on peut être aussi peu cohérent dans une réponse, tout en ayant sorti un exposé qu'on a regardé de 20h30 à je ne sais plus à quelle heure, il a dû durer 1h20, 1h30 son exposé, extrêmement précis, avec des analyses très fines sur l'idéologie, sur les textes de loi, même une analyse sur le sens des mots. Ah, il allait vraiment très loin. Et là, d'un seul coup, la réponse qu'il me donne depuis le départ est truffée d'incohérences, de fausseté, en plus, et de choses aberrantes. Enfin, oui, aberrantes, voilà. Et je trouve, moi, qu'il est plus facile de dire « sortons de l'Europe », ça c'est facile. Mais on n'a pas de suite. Non. Je ne vous mets pas en cause. C'est pas facile. Je m'adresse plutôt, y compris à des gens qui sont à gauche, des gens que je rencontre souvent, et avec qui je suis en désaccord. Je trouve que c'est la voie de la facilité, ça n'apporte pas une réponse, mais la désobéissance que moi je propose, et je ne suis pas le seul à la proposer, ça permet une suite. Donc, suite de sa conclusion, le manque de volonté politique, et je trouve moi qu'il est plus facile de dire sortons de l'Europe. Eh oui, ça c'est facile. Donc on m'entend derrière répondre non. Non, je le regarde en lui disant non,
C'est vrai que c'est pas facile d'aller quelque part et de dire bonjour, moi je veux sortir de l'Union Européenne. Vous pouvez être sûr que les gens vont vous regarder d'un air bizarre en se disant mon Dieu, un extrémiste. Donc voilà. Hein. Et mais ce qui est intéressant, c'est qu'il critique cette solution parce qu'elle est facile. Mais et alors, si ça marche, c'est pas le problème que ce soit facile ou difficile. On dirait qu'il veut spécialement faire un chemin qui serait difficile. Si c'est pas difficile, c'est pas drôle. On a l'impression qu'il a envie qu'il y ait du sport ou je sais pas quoi, qu'il s'ennuie. Mais non, mais attends, si on a une solution simple, efficace, autrement dit facile s'il veut, bah voilà, faisons-le. Mais il rajoute, ça n'apporte pas une réponse. Il élude le truc, sorti de l'Union Européenne, non, c'est trop facile et ça n'apporte pas une réponse. C'est génial parce qu'il dit rien en fait, il démontre que dalle. Il n'y a même pas un exemple, il n'y a même pas un truc, il n'y a même pas ah oui mais regardez, la Grèce est sortie de l'Union Européenne, vous voyez, elle s'en est pas sortie. Ah bah non, bah oui, on n'a pas d'exemple de pays qui ont quitté l'Union Européenne. Tu peux pas, personne ne sait ce qui se passe si on sort. Mais lui il est sûr de lui, ça n'apportera pas une réponse. Mais la désobéissance, évidemment, la loi, c'est pas grave, hein, la loi c'est pour les autres. Donc c'est le genre de personne qui ne s'arrête pas au feu rouge. Hein. C'est une désobéissance que moi je propose. Bon, je suis pas le seul, mais ça permet une suite. Il va désobéir. C'est ça qui est génial, ils veulent désobéir, on sait pas. Alors, ils veulent absolument que le Front de gauche passe aux élections européennes, mais qu'est-ce qu'ils feront? Même si tous les députés français sont du Front de gauche, ou de je sais pas quel mouvement de gauche, ça fait 9% de députés sur 750. Ça va être dur de faire pencher la balance. Hein. Avec le modèle social qu'on a, on est les seuls à vouloir ce qu'on veut. Je voudrais faire remarquer une chose. Parce que moi, pour moi, tout est question de volonté ou d'absence de volonté politique. Quand la Grande-Bretagne demande son chèque de retour, elle l'obtient. Quand l'Allemagne nous impose l'euro comme il est, avec une banque centrale qui n'est pas sous contrôle, avec une banque centrale qui est loin d'avoir l'émission de son équivalent américain, où le patron de la Federal Reserve Bank, il a, dans ses décisions, quand il joue avec les taux de change, à tenir compte de l'impact sur l'emploi, ce qui n'est pas le cas de la BCE, eh bien, quand l'Allemagne exige, on se plie. Mais quand donc, depuis 1966, la France a-t-elle exigé quelque chose dans les enceintes européennes? Donc, dernière partie. Alors, je voudrais faire remarquer une chose, parce que pour moi, tout est question de volonté ou d'absence de volonté politique. Pfiou, tout de même. Ah, il leur a dit au moins un truc de pertinent dans sa réponse. Et ensuite, il poursuit avec deux exemples qui démontrent l'inverse de ce qu'il a dit au début. Mais il y a un effet de taille nécessaire si on veut encore protéger l'intérêt général des peuples d'Europe. Lui-même me apporte de l'eau à mon moulin. Il me cite l'exemple de la Grande-Bretagne qui reçoit son chèque de retour, l'Allemagne qui exige qu'on se plie avec la BCE, etc. Donc c'est pas un sport d'équipe, c'est un sport où tout le monde joue perso. On l'a bien compris. Et il appuie toutes les analyses qu'on a déjà faites. Mais depuis De Gaulle, c'est rideau, il n'y a plus personne de toute façon. Voilà. Mais c'est là la réponse. Mais c'est les USA qui ont voulu l'Union Européenne. Je sais. De Eisenhower, de tout le début. Oui. J'ai lu aussi Annie Lacroix-Ries, qui n'est sans doute pas l'auteur de votre opinion, mais... Il y a des lobbies partout, ils sont tous américains, on sait que ce sont des lobbies. Je pourrais vous dire plein de choses là-dessus. Donc on voit bien que l'Union Européenne, c'est plus ou moins c'est le GMT, mais en première... C'est la première couche qui nous ont dit. Je suis d'accord, l'Union Européenne, c'est le GMT à la taille européenne. C'est la première couche. Ouais, alors là, donc c'est une réponse. Moi, je lui propose une analyse qui consiste à dire que l'Union Européenne, c'est ni plus ni moins que le GMT, le Grand Marseille transatlantique, mais à taille européenne. Et il me dit, oui, vous avez raison, devant tout le monde. Alors qu'il me dit qu'il faut pas sortir de l'Union Européenne. Mais qu'il faut sortir, mais que le GMT, il faut le dénoncer, qu'il faut surtout pas rentrer dans cette abomination. Alors, si l'Union Européenne, c'est comme le GMT, bah, faut sortir aussi. Non. Ah. Voilà. C'est les incohérences de monsieur Raoul Marc Génard. On ne comprend pas ce qui se passe à ce moment-là, mais il garde la crédibilité du public. Hein, bon, le public devait être des gens acquis à sa cause, je pense. Les gens ne font pas le tac-tac. Ils ne font pas le lien et ne voient pas l'incohérence du propos. Et vous avez parlé...
Vous êtes... Ça suffit n'importe quoi. Non, parce que vous avez parlé des pays européens n'ont pas les mêmes valeurs quand même, je suis désolé. Il y en a qui font des défilés Waffen-SS, on dit rien. Il y en a chez qui là? C'est pareil, hein. Tu arrêtes, ça suffit. C'est juste que tu avais à dire, c'est bien. Cette conversation, mais il faut permettre à d'autres d'intervenir sur le sujet. Ah bon, d'accord. C'est intégré dedans. Non, mais C'est quand on dit une idée rentre par la porte, on la sort par la porte, on la fait revenir par la fenêtre. Le meilleur moyen, à un moment, si l'idée de faire des allers-retours dans le bâtiment, le meilleur moyen, c'est peut-être de quitter le bâtiment. Et le bâtiment, j'assimile là le bâtiment à l'Union européenne. Parce que vous avez dit tout à l'heure, ceux qui dirigent, faut rentrer les idées. Ben oui, mais on peut pas combattre quelque chose efficacement si on reste dans l'organisme. On va faire que ça. Tous les 3 ans, vous faites des allers-retours. Donc là, il vient d'avoir une petite intervention de mon collègue qui a repris la parole, qui a repris l'image du bâtiment, de la porte et de la fenêtre. Hein, vous chassez une idée, par la porte, elle rentre par la fenêtre. C'était une image que monsieur Génard avait pris pendant son exposé. Et astucieusement, mon collègue la reprend, de manière assez habile. J'ai bien aimé son intervention. Les gens l'écoutent. Et dès qu'il dit « j'assimile là le bâtiment à l'Union européenne », vous entendez tout de suite les râlements des gens derrière. Ils sont complètement hypnotisés, quoi. Et vous pouvez faire toutes les critiques que vous voulez, mais si jamais vous critiquez l'Union européenne, boum, les gens vont faire « oh là, tout de suite, là, oh. » C'est incroyable. Là, on les entend bien, hein. On entend bien que quand il fait sa critique, porte, fenêtre, bâtiment, tout va bien. Et dès qu'il dit à la fin, en fait, le bâtiment, c'est l'Union européenne, tout de suite, les gens montent au créneau. Et le bâtiment, j'assimile là le bâtiment à l'Union européenne. Parce que vous avez dit tout à l'heure, ceux qui dirigent, faut rentrer les idées. Ben oui. Donc, c'est une parfaite illustration de ce qu'est un réflexe de Pavlov. Ça met parfaitement en évidence l'emprise psychologique de l'Union européenne, de l'idéologie dominante qui nous empêche de pouvoir penser à remettre en cause le principe même de l'Union européenne. Donc voilà, c'était le commentaire de Mananti Clément, délégué UPR Meurthe-et-Moselle. Je me donnerai droit de réponse quand ce sera nécessaire. Et sur un coup comme ça, je pense qu'il y avait urgence. Voilà. Ils nous ont demandé de laisser parler les autres. Ils nous ont demandé que, il y avait d'autres personnes dans le public qui voulaient qui voulaient poser des questions. Vous allez entendre les questions si vous voulez, hein. Il y en a pour 5 minutes. Oui, mais... Si les autres personnes peuvent aussi prendre un petit peu la... Oui. Non, mais c'est juste pour terminer. Voilà, c'est bon. C'est pas pour vous interdire de parler, c'est pour faire... Non, mais je comprends bien, c'est normal, c'est la liberté, il n'y a pas de souci. Je crois que... Je crois que décalé. Je voulais revenir un peu sur la presse, là, pour signaler que dans le monde diplomatique, le dernier monde diplomatique, là, il y a un double page sur le GNT. Donc, oui, il y a un article de Laurie Wallach, qui est une amie, qui donc se bat pour la même chose aux États-Unis. Et je regrette une chose, l'article est horriblement mal traduit. Et je n'accepte pas qu'on utilise le mot tribunal pour le mécanisme de règlement des différends. Parce que chez nous, un tribunal, ça veut dire quelque chose. C'est une institution qui doit obéir à des règles, qui est sous contrôle par le barreau, par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est quelque chose. Et je regrette beaucoup, et je vais le dire à mon ami Serge, je collabore au monde diplôme, qu'il a eu des fautes de traduction, là, intolérables. Et je trouve que l'article n'est pas bon pour expliquer les difficultés de ce texte. Comme on veut aller par un restaurant, tous les restaurants ferment à 10h30, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent venir dîner avec nous pour continuer à discuter avec l'intervenant, pour qu'on prévienne le restaurant qu'on arrive, qu'on vienne nous seul? Est-ce qu'il y en a qui veulent bien venir dîner avec nous? Oui. Je vais là-bas. Je vais pas vous gâcher la soirée, je viens pas. Personne d'autre? Est-ce qu'il y a encore vite une ou deux questions sur le sujet? Plus personne? Oui. Oui, moi j'aurais une question toute simple, toute bête. Vous parlez de manque de courage politique. Tout simplement, vous venez de montrer à quel point tout ça c'est mauvais pour la France, mauvais pour nous, mauvais pour la France. Pourquoi le gouvernement français accepte ça? Quel est l'intérêt
n'arrive pas à comprendre. En fait. Moi non plus. Mais pourquoi a-t-il accepté le pacte budgétaire qu'il avait promis de renégocier? Pourquoi a-t-il fait le pacte de compétitivité? Pourquoi a-t-il fait voter l'ANI que tous les gouvernements depuis Pompidou avaient refusé? Ça, c'est à eux qui vont demander. Je ne suis pas ici pour faire l'avocat d'OBS et d'Europe Écologie Les Verts. Je ne comprends pas. Et plus fondamentalement, je ne comprends pas que des parlementaires aient voté l'OMC, aient voté des textes européens qui les amputent de leur souveraineté. Et le pacte budgétaire, c'est un monstre de ce point de vue-là. J'ai aussi un diaporama pour expliquer que le Conseil constitutionnel n'aurait jamais dû accepter le pacte budgétaire. Parce qu'on ampute ce pourquoi, dans l'histoire de France, on a créé des parlements. C'est-à-dire le pouvoir souverain de décider des recettes et des dépenses. Là, maintenant, avec le mécanisme automatique qui est prévu dans le pacte budgétaire, on ampute la représentation nationale de sa souveraineté. Et là, on peut dire qu'il y a consensus, ça a été négocié par Sarkozy, c'est ratifié par Hollande. Oui? Moi, je me pose une question. Vous nous disiez tout à l'heure sur le Canada que vous alliez faire un article avec tout ce que le Canada avait perdu. Le Canada, le gouvernement du Canada, les Canadiens sont devant le résultat de l'ALENA. Oui. Qu'est-ce qui empêche le Canada de dire maintenant on joue plus avec l'ALENA? Parce qu'il est à côté des États-Unis et qu'il y a un rapport de force. Et nous, il y a une frontière. Nous, on a. C'est un avantage d'être à 28 qu'on n'utilise pas. C'est qu'on pourrait utiliser le fait qu'on est à 28 pour dire non aux États-Unis et on est à 28 pour dire oui. Alors que le Canada, il est un peu coincé. Vous ne pouvez pas. C'est pas comme s'il y avait un mur à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le Canada est dépendant dans beaucoup de choses, dans son économie, des États-Unis. Et donc, là, ils sont coincés.